ceci n'est pas une fiction. Tu es bien dans le monde réel de l'irréel. Es-tu prêt à frissonner? Es-tu prêt à affronter tes peurs? Alors, installe-toi confortablement et tremble. Aujourd'hui, je vous emmène à Romont, en Suisse, une petite ville où avec ses 5600 habitants, la tranquillité règne depuis toujours. La majorité des gens se connaissent, les bars sont des lieux de fête où les jeunes s'amusent. Le taux de criminalité est bas et pourtant le plus grand criminel suisse est bien dans les parages. On lui attribue 11 victimes, mais il pourrait en avoir bien plus. Bienvenue dans la sordide histoire de Michel Péry, dit le sadique de Romont. Michel est un globe-trotteur du crime. Sa première victime est américaine, puis il a sévi en Italie, en République tchèque, en France et ailleurs. Commençons par le début. Une enfance solitaire. Michel Péry est né à Neuchâtel, en Suisse, le 28 février 1959. Le jour même de l'anniversaire de mariage de ses parents. Troisième d'une fratrie de 5 enfants, il grandit dans une famille recomposée et dans un contexte douloureux. Son père est alcoolique et violent. Il frappe sa mère régulièrement et âprement. Il est également connu des services de police pour de nombreux attouchements sur des petites filles. Plus tard, Michel Péry confiera « Je haïssais mon père dans ces moments-là. Et j'ai souvent eu envie de le tuer. » Cette haine était telle qu'à l'âge de 15 ans, Michel va chercher un couteau dans la cuisine. Il veut poignarder son père. Mais l'adolescent n'ira pas au bout de sa pulsion. Après quelques minutes, le courage lui manque. Il n'en manquera plus par la suite. En revanche, le petit Michel est plein de tendresse et d'admiration pour sa mère, qui n'en a cure. Absente, indifférente. Elle laisse son petit garçon livré à lui-même, et Michel Péry, très tôt, devient un enfant solitaire. En 1962, la famille déménage à Fribourg. À 6 ans, Michel intègre l'école primaire du Botzey, dans le quartier de Pérol. C'est un élève effacé, timide, qui ne sort que pour se rendre à son club d'athlétisme. Un petit garçon sage qui semble préférer rester chez lui, en compagnie de ses camarades. Et pourtant, il n'est pas heureux dans son foyer. Les coups pleuvent chaque jour et l'atmosphère est lourde. Un jour, pour le punir, ses parents l'envoient à l'école avec des collants et un petit short de sport moulant. Le rire de ses camarades, honte de l'enfant qui expliquera des années après « Depuis là, j'ai toujours eu envie de faire du mal aux autres. » D'année en année, Michel se referme sur lui-même. Son seul ami est son chien Pachka, dont la mort lui causera beaucoup de peine. À 13 ans, la vie de Michel Péry est bouleversée. Un jour, il découvre dans les affaires de son père des revues pornographiques teintées de sadisme. Les scènes de bondage le troublent. Une scène de torture en particulier. Il commence à s'imaginer infligeant des sévices sur ses camarades de classe. Une pulsion qui ne fera que grandir. La même année, il surprend un couple homosexuel. L'adolescent se pose alors des questions sur sa propre sexualité. Servant de messe, il s'en ouvre au curé de sa paroisse, lequel, selon ses dires, loin de le décourager ou de condamner son orientation sexuelle, l'entraîne dans sa chambre et abuse de lui. Puis, il lui donne 50 francs suisses. Traumatisé, Michel Péry déclara
Personne n'a compris qu'à ce moment-là, je quittais la société normale pour m'enfermer dans un mythe, un monde à moi. Il faut souligner que l'homme d'église a toujours nié et n'a jamais été inquiété. Le tribunal qui a jugé Perry a estimé cependant cet épisode de sa biographie crédible. Reste qu'en apparence, Michel Perry continue de mener une adolescence normale. Il enchaîne les petits boulots, chez un ramoneur, à Villars-le-Grand, ou dans les champs pour la récolte de tabac. Avec ses économies, il s'achète une mobilette, mais reste solitaire. Tout juste aurait-il eu sa première relation sexuelle avec un valet de ferme. Le 25 octobre 1975, toute sa famille déménage à Romont, sauf Michel, qui reste à Fribourg pour travailler en tant qu'apprenti sommelier dans l'un des plus grands restaurants de la ville, le Rex. Michel Perry a 16 ans. Il a trouvé sa voie, se passionne pour l'onologie. Il collectionne les livres. Dans sa chambre de bonne, il se constitue même une petite cave. Son acharnement est récompensé. Michel obtient avec brio son certificat de sommelier. Il est le 3e du canton. Diplôme en poche, il est engagé dans un grand restaurant, le Buffet de la Gare, à Fribourg. Mais, en 1978, Michel quitte l'établissement et sa vie bien réglée. Il décide de rejoindre sa famille dont il vit séparé depuis 3 ans. À Romont, Michel délaisse d'abord les atmosphères feutrées des grands restaurants et travaille à la Poularde, un restaurant qui fait aussi discothèque et club de striptease. Au bout d'1 an, lui, l'amateur de grands crus, abandonne la restauration, le métier de sommelier et change totalement de vie. Il devient manutentionnaire à l'usine d'emballage Tetra Pak. Il se découvre une nouvelle passion, la spéléologie, et s'inscrit au club du canton de Fribourg. Il s'évade également en écoutant ses musiciens préférés, Wagner, Verdi et Jean-Michel Jarre. Et puis un jour de mars 1981, Michel disparaît. Il ne prévient ni sa famille ni son employeur. Solitaire une fois de plus. Pendant 8 mois, il fait un tour du monde. Des cartes postales parviennent à sa mère des États-Unis, de France, d'Italie, de Norvège. On ne le sait pas encore, mais il sème la mort derrière lui. Jusqu'à ce jour de novembre 1981, où, d'une cabine de Romont, Michel prévient ses parents de son retour au pays. Il est accueilli par une violente gifle de son père. Nouvel emploi à la société Kowalski, une fabrique de verre où il devient chef de production. 4 employés travaillent sous ses ordres. Il gagne confortablement sa vie et, avec ses économies, s'achète un nouveau matériel de spéléologie. Car tous ses week-ends, il les passe à la grotte de la vallée de Mortée, sans oublier ses cours de judo et ses nombreuses randonnées en montagne. Quant à ses soirées, une fois son travail terminé, il se rend au volant de sa Citroën CX beige au Johnny's, une boîte de nuit gay de Lausanne, ou au Café des Négociants, point de rencontre des homosexuels. Pourtant, son homosexualité, Michel continue de la cacher à ses proches. Il ne parvient pas à l'assumer. Alors il continue de voyager, frénétiquement, dès qu'il en a l'occasion. Pologne, Yougoslavie, Italie, Espagne, France, les destinations se multiplient. En fait, les morts aussi. Mais c'est bien en Suisse que le vrai visage de Michel Perry sera découvert. Les macabres découvertes. Le 7 mai 1986, Cédric Antille disparaît. Il a 13 ans et demi. C'est un jeune garçon sérieux, toujours ponctuel, qui n'a jamais enfreint le couvre-feu imposé par ses parents. Mais ce jour-là, à 22h, il ne rentre pas. À minuit, toujours personne. L'inquiétude s'empare de ses parents. Ils alertent la police, laquelle leur révèle que Cédric a quitté ses amis à 21h30 et a fait du stop pour rentrer chez lui, à quelques kilomètres de là. Pour les policiers, pas de doute, c'est une fugue. C'est donc seul que la famille, mais aussi les amis, ratissent les alentours pendant des jours. 43 exactement. 43 jours après sa disparition, le corps de Cédric est enfin retrouvé. Calciné, à Albinen, à 1600 mètres d'altitude.
le juge chargé de l'enquête parle de suicide. Stupéfaction, incompréhension des parents de Cédric, un sentiment qui va s'accroître lorsque 3 mois plus tard, le rapport d'autopsie conclut à une mort accidentelle. Cédric a fait un feu, ses vêtements se sont embrasés. Aucune explication en revanche quant aux raisons pour lesquelles il serait allé aussi loin de chez lui. L'affaire est close. 1er novembre 1986, dans la région de Neuchâtel. Un adolescent, à moitié nu, téléphone en grelottant de froid à ses parents en pleine nuit. Yves a 16 ans et demi. Et ce qu'il raconte est un véritable cauchemar. Il a été pris en stop par un jeune homme à la chevelure frisée qui lui a confié être un détenu en cavale, avant de s'arrêter en pleine forêt. Il a alors pointé un pistolet sur la tempe du jeune homme, l'a violé et l'a aspergé d'essence. Mais à cause de la pluie, le ravisseur ne parvient pas à enflammer ses allumettes. Alors, Yves se débat, parvient à se défaire de ses liens et s'enfuit dans la nuit. Au poste de police, l'adolescent décrit son agresseur et sa voiture, une Citroën. Un appel à témoins est lancé, puis plus rien. Comme si finalement, les enquêteurs n'accordaient que peu de crédit au récit terrifiant de l'adolescent. Les mois passent sans qu'aucune nouvelle piste n'émerge, jusqu'au 15 mars 1987. Il fait nuit noire lorsqu'un couple s'engage à bord de sa voiture dans une gravière, non loin d'Orsières, en Valais. Horreur! Les jeunes gens découvrent un corps couché sur une grille métallique, partiellement brûlé, dénudé et bâillonné. La victime est rapidement identifiée. Il s'agit de Vincent Puip, 16 ans. Il venait de passer la soirée dans un pub, à Martigny, avec des amis. On l'a vu faire du stop pour entrer. L'autopsie révèle que l'adolescent a été battu, bâillonné, déshabillé et sodomisé. Il est possible que ce soit le feu qui entraînait la mort. Un supplice. Cette fois, les enquêteurs ne parlent pas de suicide, ni d'accident. Ils prennent la mesure du drame et comprennent qu'ils sont sur la mesure d'un véritable sadique. En Valais, l'émotion est immense. L'affaire fait la une des journaux. Cette affaire interpelle les parents de Cédric Antille. Ils sont saisis de similitudes avec la mort de leur fils. Le père de Cédric contacte donc le père de Vincent pour lui faire part de son intime conviction. Les deux familles sont désormais liées par le sort tragique de leurs fils respectifs. Mais les enquêteurs, eux, ne font pas encore le lien. Il va falloir attendre le vendredi 24 avril 1987 pour que s'interrompe la liste des victimes du tueur en série. Ce soir de printemps, Michel, 16 ans et demi, quitte la fête du soleil à Lausanne. Il est bientôt minuit et demi et l'adolescent apprenti mécanicien habite Cugy, dans la campagne vaudoise. Il décide de faire du stop, une voiture s'arrête bientôt à sa hauteur, mais une fois à bord, interpellé par le chemin adopté par le conducteur et par son mutisme, Michel s'aperçoit que sa portière est dépourvue de poignée. Le jeune homme est piégé et bientôt terrorisé lorsque l'homme pointe une arme sur lui et affirme être en cavale. Les kilomètres s'enchaînent jusqu'à ce petit chemin à l'écart près de Moudon. Michel est alors traîné hors du véhicule, ligoté et bâillonné avec un bât, et violé. Mais l'adolescent résiste, casse ses menottes. Il reçoit alors une dizaine de coups de marteau et est jeté dans la rivière, car il pleut ce vendredi et l'homme ne peut donc pas l'asperger d'essence comme il en a l'habitude. Michel feint alors d'être mort, tandis que l'homme tente de le noyer. Attend qu'il s'éloigne, remonte dans sa voiture, et court avec le peu d'énergie qui lui reste. J'ai couru vers le village que je connaissais. À chaque voiture qui passait, je sautais pour me cacher, raconta-t-il à la télévision suisse. Après plus d'1 heure de marche, Michel atteint le village de Sautens, où il est secouru. Ses plaies au crâne nécessiteront 39 points de suture. Or, Michel a non seulement un incroyable instinct de survie, mais aussi un remarquable sens de l'observation. Tout le temps de sa captivité, l'adolescent s'est forcé de mémoriser le maximum d'informations. De précieuses informations qu'il livre aux enquêteurs à la sortie du bloc opératoire. Il décrit un homme d'environ 30 ans,
frisé, châtain clair, mal rasé, portant un sparadrap près de la bouche. La voiture est un break Peugeot 504 beige, clair, automatique. Un avis de recherche accompagné d'un portrait robot est diffusé dans les journaux. L'arrestation et les aveux. Ce portrait robot, la famille de Michel Perret va le scruter, l'étudier sous tous les angles, longuement, dans son appartement au cœur d'un quartier populaire, à la périphérie de Romont. Elle tient un véritable conseil de famille. Trop de ressemblances, trop de coïncidences. Comme le fait que Michel possède justement une Peugeot 504 break et qu'il dispose toujours de son ancienne Citroën, celle que décrite Yves, l'autre survivant. Et finalement, l'un de ses frères, bien qu'abasourdi et tiraillé, décide de le dénoncer. La police effectue donc une perquisition au domicile des parents où réside Michel. Sans trop de conviction au début, car l'homme est inconnu de leur service. Jusqu'à la découverte de preuves, des cordelettes, des bâillons et surtout dans la Peugeot des bidons d'essence et un marteau ayant servi à frapper le jeune Michel, l'autre Michel, du coup la victime. Après analyse de la voiture, on constate que c'est bien un break beige et que la portière passager n'a plus de poignée. Il y a urgence, il faut arrêter Michel Perret avant qu'il ne fasse d'autres victimes. La police suisse lance alors une opération conjointe avec l'armée, car Michel Perret effectue à ce moment-là ses obligations militaires annuelles de citoyen soldat suisse. Sa troupe est localisée à Champniau, dans la campagne bernoise. Le 2 mai 1987, Michel Perret est arrêté. Dans son sac militaire, on trouve une paire de menottes et le pistolet d'alarme utilisé contre ses victimes. Il a 28 ans. Stupeur dans l'entourage de Michel. Ses amis qu'il décrivent bons camarades se souviennent avec effroi qu'il lui confiait leur enfant. Et pour sa famille, il était certes un baroudeur, mais un garçon sérieux et travailleur. C'est après son interpellation que son petit frère, Claude Alain, va découvrir dans ses affaires un exemplaire de Mein Kampf. Certains paragraphes des 20 premières pages sont soulignés ou annotés. 100% d'accord, ou à savoir par cœur. Dans l'émission Zone d'ombre, diffusée en septembre 2013 sur la RTS, la télévision suisse, un ancien compagnon de cellule de Michel Perret, resté 6 mois avec lui en 1985, le décrit comme très tendre. Mais il sentait bien qu'il lui manquait quelque chose dans la vie. Et il se souvient que, dans son coffre de voiture, il avait 2 bidons d'essence, et à côté, il avait le cordage et une lampe torche. Pour ce détenu, Michel s'en servait pour la spéléologie. Personne donc ne se doutait de la double vie que menait Michel Perret. Et pourtant, après son arrestation, le sadique de Romont passe aux aveux. Il reconnaît être l'auteur des agressions de Michel, d'Yves, ainsi que du meurtre de Vincent Puip, mais aussi de Cédric Antille, dont le dossier est finalement rouvert et la mort reconnue en tant que meurtre. Soulagement des parents de l'adolescent. Quelques années plus tard, Josiane Antille, la maman de Cédric, lui dédiera une chapelle des Saints Innocents à Nuuk. Elle continue de témoigner régulièrement dans les écoles, à la télévision, pour son fils. Au cours des interrogations, Michel Perret apparaît soulagé, selon les policiers, disant « Si vous ne m'aviez pas arrêté, j'aurais recommencé. » Mais il éprouve aussi manifestement un certain plaisir à revivre ses crimes. Il est en transe, transpire beaucoup et tremble. Son mode opératoire se précise. La plupart de ses victimes, des adolescents, ont été violemment frappés au moyen d'un marteau, sodomisés, immolés par le feu. Avant de les tuer, Michel Perret leur liait les poignets et les pieds, les bâillonnait avec des éponges, des pansements, des sparadraps. Quelquefois, il leur torturait les extrémités de la poitrine avec des pinces métalliques. Quand ça lui prenait, il montait dans sa voiture et partait en chasse. Il lui fallait une victime pour satisfaire ses pulsions. Pendant que j'avais ces gars à ma merci, je me sentais vengé de toutes ces frustrations que j'avais endurées. Et j'aimais tellement cette sensation de dominer que j'y ai pris goût. Que, pour moi, c'était comme une drogue. Son mode opératoire, Michel Perret, dit le sadique de Romont,
l'a peaufiné avec les années. Car bientôt, les enquêteurs en sont persuadés. Cédric Anty n'est pas sa première victime. Son profil de prédateur les conduit à réexaminer toutes les disparitions non élucidées ou mystérieuses. Mais combien de victimes ? L'instruction est confiée au juge du tribunal d'Entremont, Philippe Chastelain, étant donné que l'acte le plus grave a eu lieu en Valais. Le magistrat va investiguer de manière serrée, reconstituer minutieusement l'emploi du temps de Michel Péry et l'interroger à maintes reprises. Il ne sera pas le seul. Venu de France, le capitaine Joël Vaillant, de la section de gendarmerie de Reims, se rend au pénitencier cantonal du Valais, à Sion, pour rencontrer le tueur en série. Car l'Hexagone est sous l'emprise d'une énigme similaire à son mode opératoire. De jeunes appelés se volatilisent autour du camp militaire de Mourmelon. La dernière fois qu'on les a vus, ils faisaient pour la plupart de l'autostop. Michel Péry nie, et pour cause, quelques mois plus tard, c'est finalement Pierre Chanal, adjudant-chef et instructeur, qui sera inculpé. En Italie, c'est la disparition de Fabio Vanetti qui intrigue les policiers locaux. La nuit du 14 août 1986, ce jeune homme de 18 ans manque le dernier train de Bellinzona. Depuis, plus de traces. 8 mois plus tard, lorsqu'il entend parler de l'arrestation de Michel Péry, le policier Giorgio Galuzero a une intuition. Certes, Romont est à plusieurs centaines de kilomètres, mais Péry s'en est pris à 3 autostoppeurs, à chaque fois la veille d'un jour férié. Or, Fabio a disparu la veille de l'Assomption. Galuzero demande donc son transfert en Italie pour l'interroger. Sur le trajet, Michel Péry passe aux aveux. Il a bien pris Fabio en stop. Il l'a violé, puis brûlé son corps. Le soir même, les policiers découvrent les restes du corps calciné près d'une rivière. Pour Zone d'ombre, Galuzero se souvient. Il était extrêmement calme, racontait en détail ce qu'il avait infligé aux victimes. En tant que policier, nous sommes entraînés à ce genre de choses, mais je dois dire qu'il était difficile de garder son sang-froid en entendant Michel Péry. Des crimes, Péry va en avouer beaucoup, mais il va aussi se rétracter, souvent. En fait, à chaque fois que les preuves sont insuffisantes, le tueur en série revient sur ses paroles et finit par nier. Il multiplie les allers-retours dans ses déclarations. Il aurait entamé sa carrière criminelle à 22 ans, en 1981, au cours de son périple aux États-Unis, découvrant la Floride aux côtés d'un Canadien gay nommé Sylvestre. Il lui défonce le crâne à coups de marteau, le 1er septembre 1981, à Miami, avant d'enterrer le corps qu'il a pris soin de brûler. On ne le retrouvera jamais. Il y aurait aussi Frédéric, un Français assassiné dans la région d'Annecy, le 4 février 1984. Joël, un jeune autostoppeur tué dans le Jura, ou encore Anne-Laure ou Anne-Fleur, Péry ne se souvient plus très bien, une jeune femme, la seule parmi ses victimes, originaire de l'île de Ré, rencontrée en vacances à Sainte-Marie-de-la-Mer, en Camargue. Elle lui aurait fait des avances et devant son impuissance, se serait moqué de lui. Il l'aurait tué le 6 juin 1985. Sans oublier Roger, jeune Français d'une vingtaine d'années originaire de Reims, tué le 16 avril 1987 en Italie. Un corps a en effet été retrouvé dans la région de Com, mais il n'a jamais pu être formellement identifié. Et puis il y a la Yougoslavie. Péry y a passé ses vacances en juillet 1986. Des touristes suisses se souviennent de l'avoir vu au Club Med, les jambes brûlées. Un coup de soleil balait Péry. Mais lors de son interrogatoire, Giorgio Galuzero n'est pas convaincu. Nous, on a tout de suite pensé que ces brûlures étaient probablement liées à un crime. Du coup, on a commencé à cuisiner Michel Péry. Et ce dernier finit par avouer. Il a tué Silvio, un jeune homme pris en stop dans la région de Rijeka, et s'est brûlé les jambes en l'aspergeant d'essence. Péry décrit très précisément le lieu du crime. L'inspecteur Galuzero part enquêter sur place. Avec ses collègues yougoslaves, ils organisent des battues. Rien. Aucun corps. Michel Péry se rétracte. Au total, le sadique de Romont a confessé 11 crimes entre 1981 et 1987. Mais c'est uniquement pour 4 meurtres et 2 tentatives d'assassinat qu'il va comparaître.
le procès et la condamnation. Le procès de Michel Péry se tient le 30 octobre 1989, à Sembranché, en Valais. Pour l'occasion, le tribunal siège dans la salle polyvalente du théâtre de la ville. Le correspondant du Monde de l'époque, Maurice Perrault, racontera son étonnement quant à cette vision de 3 hommes en complet sombre, assis devant une très longue table recouverte d'un drap marron, sous le panier de basket. Le procès présidé par maître Jean-Pierre Grosse dure 30 minutes, car en Valais, le tribunal siège sans juré. Il n'y a pas d'oralité des débats, la procédure est essentiellement écrite. Le procès du pire tueur en série que la Suisse ait jamais connu se résume donc à la lecture, rapide, de l'acte d'accusation, puis à un tout aussi rapide questionnement de l'accusé. Vous vous êtes largement expliqué pendant l'instruction. Est-ce que vous confirmez vos aveux ? Oui, j'ai un sentiment de honte vis-à-vis de mes victimes. L'instruction est déclarée close. Plusieurs choses sont cependant à retenir de cette comparution express. D'abord, la folie n'a pas été retenue. Les psychiatres ont noté chez Péry des troubles, assémissables à un développement mental incomplet. Mais, dans l'état actuel de nos connaissances, le placement en détention est le moyen le moins inapproprié pour tenter d'engager un processus thérapeutique qui s'avère d'emblée hasardeux. Des conclusions que Michel Péry a refusé d'entendre. Il s'est bouché les oreilles. Ses mains se sont encore plus violemment plaquées sur son crâne lorsque le procureur a dit de lui qu'il n'était qu'un être froid, calculateur, égoïste, cynique, pervers et sec, qui rejoint les plus grands criminels de l'histoire. Un procureur qui n'a pas caché qu'il aurait aimé requérir à la peine de mort. Quelques jours plus tard, après délibération de la cour, Michel Péry est condamné à la prison à vie. Il devient un détenu modèle, jamais une sanction disciplinaire. Mais il est souvent changé de lieu de détention, et en secret, car l'opinion publique suisse, bien des années après, reste bouleversée par ses crimes. En 2004 d'ailleurs, le sadique de Romont revient au cœur du débat, lors du scrutin populaire sur l'internement à vie des criminels dangereux. Son exemple joue à coup sûr un rôle dans l'acceptation massive de cette initiative par le peuple, 56,2% des voix. Parmi les ardents défenseurs de la pétition à l'origine de ce référendum se trouvait Jean-Pierre Puip, le père du jeune Vincent, qui déclare alors « Sans notre initiative, Michel Péry aurait peut-être eu des congés. Personne ne peut dire, même pas les plus grands psys, si un criminel dangereux l'est encore. Personne ne peut nous donner la certitude qu'il ne recommencera pas. » Ponctuellement, Michel Péry revient donc dans les conversations. Lorsqu'en 2003, il manque de mourir de peu et qu'il est placé en soins intensifs, l'opinion se disant choquée de l'argent dépensé pour le maintenir en vie, ou lorsque la commission Valenaz doit se prononcer sur sa libération, car en 2002, 15 ans après son incarcération, et alors qu'il est âgé de 43 ans, Michel aurait théoriquement pu bénéficier d'une libération conditionnelle. La commission a refusé et le fera à nouveau en 2010. D'après les experts, le risque de récidive est trop grand. La dernière fois que Michel Péry est réapparu dans l'actualité, c'était en septembre 2013, lorsqu'un ancien détenu des établissements de la peine de l'Orbe a révélé que Péry était dans la cellule mitoyenne de celle de Fabrice Antamaten. Antamaten, ce violeur franco-suisse qui a égorgé sa thérapeute à l'été 2013 lors d'une permission de sortie. Il était très bizarre, il fréquentait surtout des touches pipi, des violeurs. Je me souviens qu'il parlait souvent avec le sadique de Romont. Michel Péry a 64 ans aujourd'hui. Il est toujours incarcéré et continue sa peine à vie.